Alors, quand nous avons préparé cette journée, ces 2 journées à la tribune et avec les équipes de la mairie de Paris, on a absolument tenu à ce qu'une session soit consacrée à la responsabilité des acteurs que sont les entreprises dans la transition écologique. Parce qu'on en est tous conscients, bien sûr, il faut que les citoyens s'expriment, bien sûr, il est logique qu'il y ait dans le débat démocratique une forte pression qui s'exerce sur ceux dont c'est la responsabilité de réussir la transition écologique, mais également, il faut leur donner la parole. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire dans cette session. Et je remercie les 3 chefs d'entreprise qui sont présents à cette table ronde avec nous pour parler de transformer l'économie, de transformer nos villes. Donc, à ma gauche, Marie-Ange Debon, bonjour. Vous êtes présidente du directoire de Keolis. On va parler avec vous du futur des mobilités. Jean-Bernard Lévy, président d'EDF. Comment ne pas parler avec vous du futur de l'énergie? Vous êtes, j'allais dire, la transition énergétique à vous tout seul, ou presque. Et puis, à ma droite, un consommateur d'énergie dont on va un peu parler et qui est évidemment au cœur, là aussi, de la transition, Stéphane Richard, le président du groupe Orange, et qui, évidemment, va nous parler du futur du numérique dans les villes avec beaucoup d'enjeux, vous le savez, sur la 5G. Donc, je suis vraiment ravi de vous avoir tous les 3 parce que l'idée, c'est à la fois de vous entendre chacun et peut-être d'essayer de vous faire dialoguer. On a un tout petit peu de temps pour cela. Alors, Marie-Ange Debon, pour commencer, sur le futur des mobilités. On le sait, hein, l'empreinte carbone d'un territoire, aujourd'hui, c'est un mix entre les transports et bien sûr les bâtiments, les logements et sans doute un peu et de plus en plus du numérique. Alors, dans ce qui est votre responsabilité, dans votre groupe, notamment, c'est tout ce qui est le développement des transports collectifs et des transports publics. Zéro carbone ou net zéro même pour un groupe comme Keolis, ça se passe comment et qu'est-ce que vous prenez comme initiative? Déjà, je pense que les transports collectifs, c'est l'accélérateur le plus important en matière de transition énergétique parce que les transports aujourd'hui représentent probablement autour de 30% des émissions de gaz carbonique et les transports en commun, eux, ont comme caractéristique d'être d'ores et déjà en grande partie verts. D'abord parce qu'ils limitent quand même de manière très massive la congestion. Nous, on opère des trams, des RER. Un RER, c'est 1300 voitures. Donc, quand vous transportez 1500, 2000 personnes avec un RER, vous évitez l'entrée dans Paris ou l'entrée dans les grandes villes de 1300 voitures. Et aujourd'hui, le sujet de la congestion, ce n'est pas un sujet parisien, c'est un sujet de toutes les villes dans le monde. C'est évidemment, sans aller jusqu'à Mumbai avec 5 heures de transport quotidien des gens, même dans nos grandes villes de province, on a aujourd'hui un sujet de congestion. Donc les transports en commun, c'est déjà une réponse non seulement à la congestion et un temps perdu dans les transports est très important, et puis c'est un sujet d'émission, puisque au kilomètre passager, globalement, on doit à peu près être 50 à 100 fois moins émetteur de particules et de gaz que les voitures. Donc c'est un petit point majeur. Et nous, on est un opérateur de mobilité, tout type de mobilité, et on se sent en plus très à l'aise avec les mobilités, ce qu'on appelle aujourd'hui douces, c'est-à-dire le vélo, la marche à pied. Et la trottinette? Et la trottinette, tout à fait, et la trottinette. Et en général, ils vont ensemble, c'est-à-dire qu'on voit que toutes les personnes qui vont dans les transports en commun font beaucoup plus de marche à pied. Donc, mais aujourd'hui, le terme anglo-saxon à la mode, c'est Mobility as a Service, qui est évidemment intraduisible en français, mais en gros, ce sont ces applications qui vont aujourd'hui permettre d'avoir cette intermodalité, passer d'un transport à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez et qui, notamment, passe aujourd'hui, on en parlera un peu par le numérique? Alors nous, on a ce qu'on appelle un coach de mobilité ou un navigateur, en effet, qui vous permet chaque matin d'arbitrer votre moyen de transport et de faire la coordination entre différentes mobilités. Ça, c'est un outil qu'on a développé déjà il y a un certain temps, qui est en place dans beaucoup de villes en France, hein, dans tous les réseaux qu'on opère, c'est-à-dire Rennes, Bordeaux, Lille, Lyon et des villes de plus petite taille. C'est aussi utilisé par la SNCF, c'est aussi utilisé par des collectivités locales, des grandes collectivités locales comme Île-de-France Mobilité par exemple. Donc oui, c'est une application qui est déjà assez active et que vous pouvez utiliser le matin et qui fait l'information aussi des voyageurs.
Donc Alors, vous arbitrez le matin votre meilleur moyen de transport. c'est pas mal. Alors, pour parler encore de mobilité, évidemment, la question, c'est qu'il faut que ces transports collectifs soient propres eux-mêmes. Alors, c'est le cas quand ils sont à l'électricité. On en reparlera sur les sources d'électricité. Mais l'un des sujets... C'est le cas de l'électricité en France. En France, et on en reparlera, mais le sujet, c'est effectivement, y compris pas en France, d'avoir de nouvelles sources d'énergie. On parle donc des transports à l'hydrogène et peut-être demain, effectivement, de véhicules autonomes. Comment est-ce que vous voyez le futur des mobilités en ville sur ces nouvelles technologies ? Si vous allez faire un tour à Versailles ou à Pau, vous pouvez monter dans un bus à hydrogène que nous opérons. Donc déjà, ça existe, même si l'hydrogène n'est qu'encore une technologie pas complètement mature pour les transports. Vous pouvez physiquement vous déplacer à 2 endroits dans des bus à hydrogène qu'on teste. Et ensuite, vous avez, au-delà du diesel, vous avez beaucoup de modes de transport qui sont plus performants en termes de carbone ou en termes d'énergie que le diesel. Donc, sans aller jusqu'au bus à hydrogène, vous avez les bus électriques. Dimanche, nous allons déployer aux Pays-Bas la plus grosse flotte européenne de bus électriques. 250 bus électriques qui vont être opérationnels dès dimanche. Donc il y a les bus électriques, il y a les bus en biogaz. Il y en a déjà pas mal dans pas mal de villes en France et dans le monde. Donc vous avez une palette d'énergie nouvelle. Et puis, avec l'électricité, on attend le développement des infrastructures. C'est des nouveaux systèmes qui se mettent en place. On a aujourd'hui, nous, des bus électriques. On en a à plusieurs endroits. À Amiens, une très belle ligne de bus électriques. Vous avez des bus hybrides aussi. Donc, on a déjà une belle petite palette d'outils alternatifs au diesel. Dernière question sur la coopération avec les élus. Il y a eu beaucoup de maires de toutes les villes, de grandes villes de France hier et de beaucoup de villes du monde entier aujourd'hui. La coopération avec les villes en matière de mobilité, notamment pour arriver à l'échelle, c'est-à-dire que tout soit zéro carbone, c'est quelque chose que vous envisagez. Vous avez un plan de marche pour qu'Eolis, en tout cas vous soyez net zéro à un horizon de temps? On a notre signature et notre axe, c'est la mobilité durable, inclusive et partagée. Donc, ça, c'est un discours, mais la réalité... C'est pas qu'un discours, c'est tous les jours qu'on le démontre. D'abord parce que les transports en commun sont beaucoup plus inclusifs et accessibles que n'importe quel autre moyen de transport. Et ça, c'est avec le soutien des collectivités locales, puisque c'est elles qui font la politique tarifaire, c'est elles qui subventionnent les Parce que les ça coûte un transports. peu d'argent quand même, Oui, changer de mode un petit peu, mais beaucoup moins cher que l'autosolisme. et moins cher que la planète, effectivement, comme on n'a pas de planète B. Et Donc puis, il faut agir vite. C'était un peu le message quand même. Il faut faut que ça agir change plus vite. Beaucoup de villes ont des initiatives pour transformer leur flotte. Beaucoup de villes sont en train d'interdire aussi les centres-villes à des véhicules à forte émission. La plupart des villes ont commencé à phaser, même des villes qui jusqu'à présent n'avaient pas pris l'initiative. Londres vient de le faire très récemment. Donc derrière, nous suivons avec... c'est des nouveaux véhicules et c'est des nouveaux systèmes, parce qu'il faut... ça sera un sujet quand on parlera énergie, il faut recharger. Donc je ne sais pas si vous avez un véhicule électrique et si au quotidien vous voyez comment faire pour charger votre véhicule électrique. Mais nous, les bus, ils tournent toute la journée, ils ont des rotations énormes. Donc il faut penser au temps électrique et donc on repense entièrement notre système, mais on est déjà très avancé dans cette réflexion et dans l'implantation de ces bus électriques. Merci Marie-Ange Debon. On va y revenir effectivement avec vous, Jean-Bernard Lévy. Alors, pour vous, le net zéro carbone, est-ce que vous considérez que vous y êtes déjà grâce au nucléaire qui bénéficie d'une campagne de publicité élyséenne depuis une semaine? Est-ce que vous avez l'impression d'être déjà finalement sur ce chemin d'un groupe zéro émission ou quasiment zéro émission? Mais le sujet derrière, c'est effectivement comment vous pouvez contribuer en tant que grand groupe d'électricité à ce que tout le monde prenne ce chemin avec de l'électricité non carbonée. En effet, la transition est double. Aller des énergies fossiles vers l'électricité décarbonée, aller de l'électricité, enfin pardon, des applications non électriques vers l'électricité. Nous en France, grâce au nucléaire et à l'hydraulique, qu'il ne faut pas oublier, nous avons déjà fait une grande partie du chemin, pas tout le chemin, une grande partie du chemin. Nous émettons 5 fois, 7 fois, 10 fois moins que les autres grands pays européens autour de nous de grammes de CO2 par unité d'énergie produite.
Mais nous avons aussi à électrifier des usages fossiles. Les transports en sont le meilleur exemple, mais le bâtiment, mais l'industrie. Donc nous nous réjouissons que dans le plan de relance, les 3 sujets soient adressés. Il y a de l'argent pour que des applications, notamment gazières dans l'industrie, soient migrées, on sait que ça prendra du temps, vers de l'électricité décarbonée. Il va y avoir un gros effort de fait pour les transports et pour le bâtiment. Ça a été décidé puisque le gouvernement vient d'annoncer une réforme très importante des modes de calcul et de fait va progressivement faire sortir le gaz des bâtiments neufs, puis peut-être un jour des bâtiments existants, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et quelques autres. Donc tout ceci a vraiment démarré. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'être exemplaires. On l'est parce que des choix historiques ont été faits, pas parce qu'il y avait peu d'émissions de carbone dans le nucléaire en 1970 ou 75, personne ne se préoccupait de ça, mais parce que il se trouve que le choix qui a été fait que nous avons déjà une électricité très, très décarbonée en France, également en Grande-Bretagne, où nous avons racheté le parc nucléaire il y a une bonne dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour être exemplaires? D'abord, nous avons affirmé dans notre raison d'être, qui a été approuvé à l'Assemblée générale en 2020, nous avons affirmé que nous allons vers la neutralité carbone. Deuxièmement, nous avons pris des engagements précis, on pourra y revenir. On est très fiers puisque ces jours-ci, nous avons été labellisés, en pratique par des gens qui sont très, très sérieux, nous avons été labellisés A par certains, seuls 2,5% des entreprises ont une note A sur leur programme carbone, et par d'autres, nous avons été labellisés bien en dessous des 2 degrés. Ça veut dire la trajectoire que nous nous sommes fixés, sur laquelle nous prenons des engagements publics, tout ceci est décrit avec des chiffres, etc., dans la durée, cette trajectoire nous amène à être bien en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique. On n'est pas tout à fait à 1,5, qui est l'objectif des accords de Paris, donc il faudra encore peut-être un petit effort pour faire les 1,5. Encore un effort. Mais je vous assure qu'il y a également très peu d'entreprises dont les engagements concrets, précis, ça s'appelle fact-based, quelque chose basé sur des faits, nos engagements précis nous amènent déjà bien en dessous de 2 degrés, et puis on aura dans la durée à atteindre les 1,5. Justement, Jean-Bernard Lévy, quelques engagements précis. Il y a pas mal de débats sur que va devenir EDF peut-être en 2021 avec des changements par rapport à ce que sera le nucléaire qui pourrait être logé dans une structure, et vous avez une programmation pluriannuelle de l'énergie qui vous demande d'investir dans les énergies renouvelables qui sont aussi des énergies d'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour EDF en termes d'investissement, ce nouveau mix énergétique qui a été déplacé de quelques années mais qui reste devant vous? Notre souci, c'est que la politique européenne qui a été mise en place était une politique uniquement fondée sur la mise en place de concurrents aux opérateurs historiques, sans regarder l'efficacité des systèmes, que ce soit en matière de production d'énergie ou de production de dioxyde de carbone. Rien à voir avec quoi. Aujourd'hui, l'Europe dit on a le Green Deal, on veut encourager ceux qui ont un système qui est efficace et qui produit peu de carbone. Et nous, aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup mieux en matière d'énergie renouvelable si on n'était pas entravé par des décisions qui ont été prises et qui, en fait, cherchent à aider nos concurrents. Et beaucoup mieux, c'est un peu la même chose beaucoup mieux, c'est quoi domaine. Pour vous? C'est quoi pour vous beaucoup mieux? Beaucoup mieux, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à la volatilité des prix de marché. On a un prix de vente qui nous permet de justifier de nos investissements et on garde un parc nucléaire en France pendant encore des années, bien au-delà de 2035. En 2035, on sera encore à 50%. Donc vous auriez un prix de rachat de votre électricité nucléaire un peu plus cher. Un peu plus élevé, ce qui nous permettrait de dégager des moyens pour faire vraiment des renouvelables. Et aujourd'hui, on est très compétitif dans les renouvelables. On gagne énormément d'appels d'offres dans le monde entier. Mais on est entravé par 2 choses. D'abord, des obstacles un peu administratifs, particulièrement en France. Et puis deuxièmement, le fait que les dispositions qui ont été mises en place nous ont amené à un surendettement. Comme un ménage est surendetté, nous, on est surendetté. Un ménage qui est surendetté ne peut pas faire beaucoup d'investissements. Et nous, nos investissements de transition énergétique, on est également entravés. Bon, vous soulevez beaucoup de questions, j'aurais envie de passer encore plus de temps sur votre sujet, mais je vais me tourner vers mon voisin de droite parce que d'abord le temps passe et puis on peut évidemment pas résoudre toute la question de la transition énergétique de la France en un quart d'heure. Stéphane Richard, alors vous êtes à la fois le président d'Orange, vous avez également des fonctions au niveau de ce qu'on appelle GSMA, c'est les télécoms internationaux, et il y a une prise de conscience, sans doute encore plus forte aujourd'hui avec le confinement, l'explosion des usages du numérique, de la pollution et de l'empreinte carbone du numérique. Comment est-ce que vous adressez le sujet? Quels engagements vous prenez par rapport à l'empreinte carbone, le net zéro 2050? Peut-être même vous pouvez faire mieux, je crois. On va essayer de faire mieux, bien sûr. Bon, tout d'abord, d'un certain point de vue, le numérique est un peu dans la même situation que le transport collectif. C'est-à-dire que certes, on émet, mais on évite beaucoup.
aussi. Dans quel rapport On d'ailleurs, estime vous que savez le rapport entre le CO2 que nous émettons et le CO2 que nous évitons par nos technologies de la connectivité, c'est de 1 à 10. Une tonne de CO2 émise, c'est pas nous qui l'estimons. Hein, c'est un calcul qui c'est- est fait, c'est Carbon j'allais dire, Trust. au doigt mouillé, ou c'est vraiment un truc sérieux? C'est une Comment, étude comment, tout à fait comment, sérieuse. comment est-ce qu'on arrive à un calcul Bah, pareil? Si on enlève les c'est- transports, Intuitivement, le télétravail, etc. intuitivement, il y a beaucoup d'usages que la connectivité permet aujourd'hui, dont on voit bien qu'ils. Donc si les gens restent chez eux pour télétravailler, ils polluent moins. Le télétravail, oui, vous faites une visioconférence plutôt que de faire 5000 km, quel que soit le mode de transport, ça c'est sûr que vous émettez moins. Bon, c'est juste une illustration, mais évidemment, ceci est un travail très sérieux qui a été fait il y a déjà un certain temps. Je dis, la croissance de côté de votre ça- empreinte carbone est rapide. Alors, à côté de ça, il faut regarder évidemment ce que nous générons comme empreinte carbone. Le numérique au total, c'est-à-dire les réseaux télécoms, mais aussi tous les terminaux digitaux, ça représente 3,5% des émissions de CO2 aujourd'hui, à comparer à 45% C'est à peu près autant que le pour transport l'industrie. aérien d'ailleurs. 3,5% pour toute l'industrie du numérique dans toutes ses composantes, d'accord, y compris tous les téléphones, tous les terminaux qu'on utilise, etc. C'est, bon, je le rappelais, c'est de l'ordre de 30% dans les transports, à peu près 20% dans les bâtiments et le reste dans l'industrie. Bon, donc, c'est pas nul, 3,5%, mais c'est 3,5%. Les réseaux télécoms eux-mêmes, c'est moins de 1% des émissions de CO2 aujourd'hui. Ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce que nous faisons, nous, maintenant, pour améliorer cela, bien entendu? On a pris d'abord un engagement fort qui est d'être à la neutralité carbone en 2040, donc avec 10 ans d'avance sur les accords de Paris. Ça, c'est l'engagement qu'Orange a pris. Et on a, bien entendu, toute une série, là aussi, de plans d'action qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. On pourra en parler si vous voulez. Et au niveau de l'industrie, puisque vous avez évoqué la GSMA, on a, à l'unanimité, je dirais, des 750 membres de la GSMA, décidé de se mettre dans le cadre des accords de Paris, donc 2050. Mais il y a un certain nombre d'opérateurs, comme Orange 2040, et d'autres qui sont même encore plus ambitieux. Hein. Il y a des opérateurs du nord de l'Europe qui visent une neutralité carbone en 2030, voire même avant. Donc c'est pour vous dire que je pense que dans le monde industriel, le numérique est sans doute parmi les plus avancés, disons, dans ce chemin vers le zéro carbone pour les réseaux télécoms, pour les data centers, c'est-à-dire les outils vraiment que nous maîtrisons nous-mêmes, les bâtiments, les véhicules, etc. Ce matin, Jean Jouzel, au nom du GIEC, disait que pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, compte tenu des retards qui sont pris, il faudrait faire 3 fois plus que les engagements qui ont été pris. Donc il y a quand même encore du travail, mais c'est bien si vous essayez de faire mieux. Alors une question peut-être sur les solutions. On arrive avec la 5G qui va être installée dans beaucoup de villes notamment. Alors, ça suscite un débat sur la surconsommation du numérique. Il ne faut évidemment pas avoir de gâchis du numérique. On peut avoir le sentiment, dans la croissance très forte que vous évoquiez, qu'il y a peut-être des usages qui pourraient être un peu plus responsables, j'allais dire, y compris chez les jeunes générations qui sont très, très utilisatrices. Ça, c'est un premier point. Mais d'un côté plus positif, ça va être, y compris pour, je le disais, pour le transport, voire pour l'électricité, une solution de smart city, comme on dit ça. C'est ça que vous prévoyez pour le futur, le numérique au service d'usage décarboné dans la ville? Ah oui, très clairement, je pense que les technologies que nous déployons, et notamment la 5G, grâce aux performances qu'elle procure en termes de vitesse, de temps réel, de temps de latence, etc., ça va être une véritable révolution, une rupture pour la massification des objets connectés en général, tout ce qui est opération à distance, la ville intelligente notamment, et tout ce qui tourne autour d'ailleurs aussi de la maîtrise de l'empreinte énergétique. Et donc oui, la 5G n'est pas un problème par rapport à la transition environnementale, c'est une solution, c'est un des éléments de la solution, ça on en est tout à fait persuadé. Et si on regarde la performance propre de la 5G par rapport aux générations antérieures à la 4G en termes énergétiques, à consommation égale, comparable, elle est 10 fois plus efficace, la 5G. Donc le débat sur le fait que la 5G entraînerait une surconsommation énergétique, il est très faussé par le fait qu'il y a une explosion des usages. Alors des bons et des mauvais usages, ça, chacun peut avoir sa vision sur le sujet, mais dans ces usages, il y a aussi beaucoup d'usages qui sont extrêmement positifs
et pour les causes que nous défendons, et Bien sûr. notamment la transition écologique. Un élément de calendrier, puisqu'on est à Paris, il y a des villes de France qui sont déjà en train d'avoir la 5G. Quand est-ce qu'à Paris, on aura la 5G? Et il paraît que notre 4G, elle va tomber en panne de toute façon bientôt, vu ce que vous décrivez de croissance des usages. Donc quand est-ce qu'on aura la vraie 5G, hein, pas la 5G de Noël, la vraie 5G? Écoutez, nous, on a dit qu'on était prêts. Voilà, on est prêt à démarrer très vite, tout de suite même. En même temps, nous respectons la démocratie locale, nous respectons les collectivités, la ville de Paris comme les autres. Un certain nombre de collectivités, dont la ville de Paris, a souhaité organiser une concertation citoyenne aussi autour de la 5G, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. On peut tout à fait les entendre. Nous laisserons cette concertation se développer, se terminer. Et puis, je dirais, dès qu'on en aura la possibilité, dans une atmosphère apaisée et constructive, eh bien, on lancera la 5G avec entrain, enthousiasme et ambition. Alors, peut-être pour conclure, parce qu'on va devoir s'arrêter, mais sur le numérique, les usages du numérique, peut-être l'un comme l'autre, Marie-Ange Debon, c'est quelque chose qui va donner beaucoup plus d'efficacité à votre activité dans le transport? On a au moins 2 ou 3 axes importants. D'abord, c'est la circulation de l'information. Donc, pour tout ce qui est ponctualité, fréquence de tous les moyens de transport, la vitesse de circulation de l'information va nous aider de manière massive. Et puis après, on a un deuxième sujet très important en ce moment avec le Covid, qui est qu'on a besoin d'arriver à mieux gérer les heures de pointe et la distanciation sociale dans les transports en commun. Et on est capable de plus en plus de pouvoir dire à chacun, une personne qui veut prendre une navette, un bus, combien il y a de personnes dans le bus. Et donc d'attendre 5 minutes après le bus suivant parce qu'il y aura moins de monde. Donc c'est un élément qui nous aide énormément à la fluidité. Donc on va pouvoir optimiser beaucoup plus finalement, Optimiser et éviter le troisième le axe. gâcher. Pardon à Stéphane, mais on avait en Suède, il n'y a pas très longtemps, en 5G, des tests avec un autre opérateur qui nous permet de piloter à distance des navettes collectives. C'est-à-dire qu'on sait piloter des navettes sans chauffeur pour des environnements complexes ou difficiles à distance grâce à la 5G. Alors Jean-Bernard Lévy, parce que j'ai plus que 1 minute et demie pour vous donner la parole sur le numérique, le numérique ça et va être dur, l'électricité, hein. évidemment ça va Oui. ensemble. Bon, le dans les deux numérique, sens. il est partout. Je crois que tout le monde le voit bien. Il nous permet d'être plus efficace, d'être plus compétitif. Il nous permet de disposer de collecte de données qui nous permettent d'optimiser l'ensemble de nos moyens de production, l'ensemble on voit les bénéfices du compteur Linky, hein, les gens qui regardent leur consommation grâce au compteur Linky. On a fait Donc des on pourra études faire des économies validées d'énergie. qui montrent qu'ils économisent 12% en moyenne sur leurs factures, les ménages. Ça, c'est le numérique, c'est à la fois les réseaux, les algorithmes, etc. Bon, évidemment, on est très soucieux de cybersécurité. Si je ne le disais pas, je m'en voudrais. Donc, je voudrais aussi souligner qu'on est très attentif à cela, très attentif à la protection des données aussi, qui est un domaine un peu connexe, mais tout à fait essentiel. Et puis, dire que EDF a toujours été un petit peu à la pointe en matière de technologie. On se veut à la pointe aussi en matière de numérique. On a organisé des usines avec des data scientists et des data analystes qui nous permettent de diffuser l'efficacité qu'apporte le numérique dans l'ensemble du groupe. Merci beaucoup à tous les trois. Il faut s'arrêter malheureusement, on aurait envie de parler de solutions pendant des heures, mais on aura d'autres occasions avec la tribune de parler de zéro carbone cette année certainement. Merci à vous trois.